personnes. Tout d'abord, les autorités, puisqu'il va faire bien entendu des recommandations. Ensuite, nous avons également des messages qui vont être adressés aux praticiens dans leur ensemble, directement, et puis des messages qui vont être adressés au grand public. Le conseil scientifique va se nourrir de différentes informations et du travail qui va être réalisé par les différents groupes que la coordination a constitués, avec différentes cellules comme vous pourrez le voir sur ce schéma, et les résultats de ces productions seront donc mis en valeur. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là sur le conseil scientifique indépendant. La description du fonctionnement a fait l'objet d'un document qui est au format PDF, et tous les documents PDF que nous allons vous présenter, ou on va vous présenter des extraits aujourd'hui, vont être mis en ligne et seront à votre disposition, et on vous encourage bien sûr à les diffuser et à communiquer sur ce sujet. Le deuxième point qui concernait donc le groupe de travail, en fait c'était un groupe de travail unique puisque c'était un groupe de travail parlementaire avec la résolution dont Martine Bonner va vous parler. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je reprécise aussi devant vous, je l'avais déjà fait la dernière fois, que je n'ai absolument aucun lien ni conflit d'intérêt avec une quelconque société pharmaceutique, ni avec une quelconque autre société. Donc cette proposition de résolution, je l'avais annoncée début janvier. Elle consiste en quoi? Elle consiste en demander très clairement au gouvernement de faire marche arrière sur l'état d'urgence sanitaire. Cette proposition de résolution est en un article unique, revenir dans le droit commun. Je vous rappelle que nous avions dans le Code de santé publique tous les outils nécessaires et suffisants pour gérer cette crise sanitaire depuis le début, donc depuis mars 2020. Et nous avons été contraints, les parlementaires, de débattre autour de l'état d'urgence sanitaire, puisque nous sommes toujours et encore dans cette période d'exception. Ma proposition de résolution a été signée par plusieurs parlementaires de façon transpartisane. Elle est aujourd'hui sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez en prendre connaissance et surtout nous attendons une date pour pouvoir l'examiner en séance publique, donc dans l'hémicycle. Merci. Donc nous lançons bien sûr un appel à tous les parlementaires et surtout au groupe Liberté et Territoires de passer en priorité cette résolution dans la prochaine niche, puisque nous considérons qu'il y a urgence à traiter ce sujet. Troisième point, nous avons donc un groupe de travail qui a énormément avancé sur tous les aspects stratégie thérapeutique. Alors, je vais passer la parole au docteur Claire Delval et à Claude Escarguel. J'insiste pour dire que nous présentons en fait l'expérience clinique de médecins de terrain et des différents médecins donc de tous les collectifs qui sont regroupés. C'est extrêmement important d'en avoir conscience parce qu'on parle de choses que l'on connaît. Et on partage avec vous nos expériences. Bonjour, donc je suis Claire Delval, je suis médecin généraliste installée en libéral. Et depuis donc mars, les mains dans le cambouis, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment au cœur du sujet de la prise en charge précoce des patients. Je n'ai pas effectivement de conflit d'intérêt avec aucun lien avec l'industrie. Et si je suis là aujourd'hui, si je suis sortie de mon cabinet et de ma petite ville d'installation pour venir ici, c'est parce que j'en avais assez d'entendre, chaque fois que je tourne le bouton de la radio, qu'il n'y avait pas de traitement, qu'il n'y avait pas de solution, en dehors de rester chez soi, se cacher, espérer ne pas être sur la route, sur le chemin du virus, et
et sinon attendre la vaccination. C'est tout le contraire de ce que je vis au quotidien dans mon cabinet. Depuis longtemps, je suis engagée sur les traitements de terrain et ça fait toute la différence. Au mois de mars, comme tout le monde, j'étais extrêmement inquiète de ce qui nous arrivait. Fin mars, fin avril, ça a énormément changé quand on a vu l'évolution des patients qui étaient traités, quand on a vu on a commencé à se contacter avec tous les médecins de mon secteur, puis des secteurs de plus en plus grands, en disant mais on ne voit pas la même chose que ce qu'on entend à la télé. Qu'est-ce qui se passe dans mon cabinet? Quelle est la différence? Et on était surpris de l'évolution extrêmement favorable de certains patients qui étaient pourtant porteurs des facteurs de risque de complications qu'on connaît aujourd'hui. Donc cette notion de terrain est très importante et la notion de prévention est très importante. Donc dans ce groupe de travail, on a voulu pas uniquement parler des traitements précoces, donc Claude va vous détailler les traitements précoces, mais aussi de rappeler ce qu'on pouvait faire en prévention. Et donc on a partagé, comme on le partage avec nos patients, c'est sur mon bureau, voilà, on a partagé ce qu'on fait au quotidien dans nos recommandations. Parce que c'est vrai qu'en prévention, on ne va pas dire la même chose à une personne âgée qui sort une fois par semaine pour faire ses courses ou à l'infirmier ou à l'ASH qui est en traitement, en traitement Covid. On ne va pas éventuellement dire la même chose à un EHPAD où il va y avoir 1 ou 2 cas qui va commencer ou à une personne qui est en bonne santé et qui travaille dans un endroit où peut-être il va rencontrer du public mais pas de gens malades. Donc il fallait adapter notre réponse à tous ces cas particuliers, c'est ce qu'on a essayé de synthétiser dans ce tableau. Je suis très sensible depuis longtemps à la phrase de Claude Bernard, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et vous avez bien vu qu'avec cette histoire de maladie Covid, les patients qui faisaient des complications avaient un terrain très particulier, que ce soit des problèmes de surpoids, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète. Et sur ce terrain, on peut faire quelque chose. Merci Claire, je me présente, Claude Escardiel, microbiologiste, ancien hospitalier, ancien président du syndicat des praticiens des hôpitaux généraux. Voilà, je suis amené à vous parler du traitement et je voudrais quand même rappeler que depuis le début de l'épidémie, on entendait une phrase qui était donnée par les autorités sanitaires, alias M. Véran, M. Salomon, Karine Lacombe et M. Bouet du Conseil de l'Ordre, il n'y a pas de traitement. Et deuxièmement, il ne faut surtout pas utiliser d'antibiotiques. Et ça m'a rappelé un article de l'Express qui avait parlé récemment de complotistes. Qu'est-ce qu'un complotiste? C'est quelqu'un qui affirme des choses sur des croyances sans jamais les avoir démontrées. Or là, nous sommes exactement dans la même situation. Ces gens ont affirmé des croyances sur une maladie nouvelle dont ils ne connaissaient rien. Et les premiers qui ont commencé à traiter, au contraire, ont été, disons, rejetés. Dans le même temps, les milliers de médecins dans le monde entier et en France qui ont traité leurs malades dès les premiers symptômes, comme ils en avaient l'habitude, notamment dans les pneumopathies atypiques, ont traité avec des antibiotiques, ont eu, alors grande surprise, comme vient de vous le présenter Claire, de 50 à 80% de diminution des hospitalisations et décès. C'était à pas en croire les yeux, de telle manière que M. Jean-Jacques Epstein, qui a été un des premiers à signaler à la presse, a eu des écarts monstrueux entre hospitalisation et décès quand il ne traitait pas, et du jour où il s'est mis à traiter, il n'a eu plus aucun décès, pratiquement plus aucune hospitalisation. Et ce qu'on voudrait dire, c'est que ces traitements ramènent le Covid à peu près au niveau d'une grippe, c'est-à-dire avec une mortalité et une létalité qui ne nécessite pas de confiner et d'arrêter un pays tout entier. Et ce qu'il faut savoir, parce que c'est que seuls les médecins de ville sont capables d'être crédibles sur un traitement précoce, puisque c'est les seuls qui voient leurs malades pendant la phase virale. Or, c'est dans cette phase-là que le traitement est efficace. Dès que le malade traîne trop longtemps chez lui, comme il aura été recommandé par les autorités sanitaires, de ne pas bouger, de prendre du Doliprane et d'attendre que ça se complique, malheureusement, ils en arrivent à la phase inflammatoire. Et à ce moment-là, à l'hôpital, on ne peut plus rien faire au niveau de la chute de la charge virale. Donc les traitements ambulatoires précoces ne sont plus efficaces. Donc tous les gens qui vous diront qu'en milieu hospitalier ça ne marche pas, je pense qu'ils ne peuvent être crédibles sur la validation ou l'invalidation de ce traitement.
Il faut savoir que ce traitement, nous avons demandé aux autorités sanitaires de le valider, de prendre des cohortes de médecins généralistes qui traitaient, d'autres cohortes qui ne le traitaient pas. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? On se demande pourquoi. Mais peut-être qu'on aura réponse plus tard. Donc vous avez ici notre tableau des préconisations qui donc détermine bien la thérapeutique en fonction des situations asymptomatiques, post-symptomatiques, des malades qui ont des formes qui traînent au bout de 4, 5 jours, 7 jours, et des formes beaucoup plus graves. Et donc vous voyez qu'à chaque fois on utilise des molécules qui font partie de l'arsenal thérapeutique de certaines familles, bien sûr certaines familles d'antibiotiques qu'on utilisait classiquement. Et ce sont les macrolides avec l'azithromycine, clarithromycine, et ce sont aussi des cyclines qui sont classiquement utilisées dans cette acoclinique, et l'ivermectine qui est ce qu'on appelle un macrolide-like, puisqu'il a une formule voisine de l'azithromycine. Donc il faut savoir que ces préconisations sont toutes sourcées, et vous avez à la fin de notre travail toutes les publications internationales, en français et en anglais, qui justifient l'utilisation thérapeutique. Donc ceux qui vous diront ça ne marche pas, regardez de suite si ce sont, premièrement, s'ils ont des conflits d'intérêts, et deuxièmement, s'ils sont hospitaliers ou si c'est des médecins de ville qui l'ont pratiqué. Vous trouverez peu de médecins de ville qui ont fait ce traitement qui vous diront que ça ne marche pas. Alors les cibles de nos préconisations, ce sont d'abord bien entendu les patients, dans la mesure où on diminue les décès, les hospitalisations, c'est toujours positif pour les malades qui sont atteints de ce virus. Ensuite, c'est surtout aussi pour le parcours de soins, c'est-à-dire qu'on désengorge les hôpitaux, on permet à ces gens qui sont à l'hôpital de ne plus être débordés comme ils le sont actuellement, et qui évite aussi le confinement. Et donc on voit la troisième cible de notre protocole de travail, ce sont tous ces gens qui aujourd'hui subissent une absence totalement de liberté dans leur exercice professionnel, parce que nous pensons que le traitement est une alternative au confinement, en diminuant la charge virale des malades, en diminuant les hospitalisations, en diminuant les causes de décès, on arrive, si vous voulez, à éviter ce que le chef de l'État cherche à éviter en ce moment, à savoir un confinement dans des normes qui sont incompatibles avec l'activité économique. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter, et je pense qu'il faut tenir compte des médecins de ville uniquement dans la crédibilité de ces traitements. Je vous remercie. Merci. Donc pour tous les médecins qui pourraient nous écouter ou en tout cas recevoir ces tableaux, eh bien vous retrouverez un peu nos habitudes de fonctionnement avec des arbres décisionnels. Et comme Claude Escarguel vient de le souligner, tout est sourcé parce que nous sommes extrêmement interpellés par le fait qu'il y ait une négation de toutes ces publications internationales qui sont quand même, qui font référence. Et donc ça a été un gros travail, y compris pour les aspects de prévention qu'on connaît un petit peu moins, on va dire. Et tout est, voilà, vous avez mis toutes les références bibliographiques et merci pour ce gros travail. Claude Escarguel vient de rappeler également, et ça c'est message aux patients, gardez vos habitudes thérapeutiques, gardez vos habitudes de circuit de soins quand vous allez mal. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre médecin généraliste, votre médecin traitant, qui vous connaît le mieux, qui connaît vos comorbidités, qui connaît vos traitements et qui est le plus à même de vous soigner. Et on rappelle qu'on ne fait pas de test PCR comme ça, sans avoir été ausculté, hors prescription médicale, parce que cela amène à tous les désordres actuels. Donc c'est très important, et ce PDF sera détaillé et mis en ligne, parce que, à l'attention de nos confrères, nous avons également partagé l'expérience sur la surveillance et sur les protocoles thérapeutiques, de façon médicalisée. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire, mais qu'on ne vous présente pas là tout de suite. Le groupe de travail suivant, c'est le groupe sur la thématique des vaccins. Et c'est Vincent Reliquet qui va débriefer le travail du groupe. Bonjour à tous, Vincent Reliquet, je suis médecin généraliste, je suis aussi le rédacteur en chef du site msip.org qui s'occupe essentiellement de toutes les dysfonctions des systèmes médicaux et des produits de santé. Vous savez que la problématique vaccinale est un sujet mondial.
qui raidit toutes les certitudes. Néanmoins, le sujet est fondamental, donc il faut absolument l'aborder de manière sereine et peut-être alternative. Il faut bien comprendre qu'il n'existe jamais de politique sanitaire, de nécessité sanitaire à un vaccin. On peut décider d'en faire une politique, on peut décider d'utiliser cette arme pour combattre une maladie infectieuse, mais on n'est absolument pas dans l'obligation d'utiliser les vaccins. Il faut toujours imaginer qu'on ne doit jamais oublier un critère essentiel en vaccinologie, c'est le rapport bénéfice sur risque, c'est-à-dire quel est le risque que court le patient et quel bénéfice on pense pouvoir en tirer. Donc encore une fois, il faut faire retour sur les critères de morbidité et de mortalité qui entachent la Covid-19 dans les pays développés, et à partir de là, il est licite de pouvoir apporter quelques critiques à la partie vaccinale. Il faut comprendre aussi que les techniques choisies pour sortir des vaccins en moins d'un an sont obligatoirement des vaccins novateurs, des vaccins qui font appel à des technologies totalement nouvelles, et naturellement, il faut bien être persuadé que dès lors qu'un vaccin n'a pas été testé de manière conventionnelle sur 5 à 10 ans de développement, on peut s'attendre à avoir des réveils douloureux dans les semaines qui suivent leur mise sur le marché. Vous allez pouvoir voir sur ce PowerPoint la somme astronomique de manque aux critères de bonne pratique des essais médicaux qui ont été tous utilisés par la plupart des industriels pour accélérer le développement et la mise sur le marché de leurs vaccins. Le problème est grave, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas un seul protocole d'analyse qui est scientifiquement inattaquable, on peut se demander pour quelle raison tous les industriels en même temps ont tous cherché à probablement masquer des failles de technique ou des failles de raisonnement. Vous voyez que les biais de recrutement des sujets dans la plupart des études, on en a retrouvé pas mal. Vous avez le double aveugle, qui est une nécessité absolue dans un essai randomisé moderne. Aucun double aveugle n'a été utilisé pour ces études. Les résultats intermédiaires, il faut comprendre que quand on fait la moitié de l'analyse d'un essai thérapeutique en milieu de protocole, le double aveugle est forcément levé, puisqu'on sait d'emblée quel patient a eu quelle pathologie par rapport au traitement ou par rapport au placebo. Nous avons eu des utilisations absolument honteuses de produits qui remplaçaient les médicaments, les placebos à la place en face des produits à tester. On a même vu des médicaments affreusement réactogènes introduits par une firme anglaise en cours d'étude. On a vu des perdus de vue dans certaines études qui montrent qu'il y avait probablement énormément d'effets secondaires qui n'ont pas été enregistrés puisque les gens sont partis. Les analyses statistiques sont réalisées généralement de manière flatteuse et jamais dans le dur, c'est-à-dire dans l'ITT, dans l'intention de traiter des patients. Bon, résultat, aujourd'hui c'est compliqué. Vous avez bien compris que si on veut, maintenant que les premières doses vaccinales ont été délivrées dans le monde entier, à partir de 2 à 3 produits, maintenant on n'a plus qu'à attendre que spontanément les effets indésirables graves soient signalés aux officines. Donc si un médecin souhaite taire un effet indésirable, y compris un décès, il n'y a aucun problème pour que ce décès ne remonte pas à la pharmacovigilance mondiale. Aujourd'hui, nous avons, alors de manière certaine, 438 décès en Europe qui sont plus ou moins à rapporter à la vaccination Covid. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous prenez une personne âgée ou une personne fragile et que dans les suites immédiates, cette personne présente un décès, il sera très facile de ne pas imputer le décès à la vaccination et de l'imputer à la maladie ou au grand âge. Mais c'est donc une façon tout à fait malhonnête
de présenter un vaccin comme étant un vaccin sans risque. Je vous rappelle qu'en France, on continue à nous dire que les vaccins, on peut apporter de complications. En Europe, on a des statistiques qui sont quand même très interpellantes. On ne comprend pas pourquoi, par exemple, 76% des effets indésirables graves apparaissent chez les femmes. Et on a quand même 80% des effets secondaires qui apparaissent dans la tranche d'âge qu'on pensait relativement costaud, c'est-à-dire les 16-64 ans. Et ce n'est pas les personnes âgées qui présentent le plus d'effets secondaires, c'est les 16-64 ans. Alors, on a des statistiques toujours les mêmes, hein, des statistiques qui sont des statistiques volontaires, c'est-à-dire sur une pharmacovigilance passive. On attend que l'on signale les effets secondaires graves au gouvernement et aux États. Aux États-Unis, nous avons des statistiques à peu près identiques pour 329 décès, et ce qui est intéressant pour 22 000 doses distribuées. C'est donc pas non plus quelque chose d'énorme, mais il faut bien comprendre qu'on n'attendait pas autant de décès suspects sur cette première phase des effets secondaires possibles des vaccins. On attend sur ces vaccins, qui sont des vaccins relativement peu connus, des effets indésirables graves, plutôt retardés à très retardés. Ce qui est intéressant dans les statistiques américaines, c'est qu'on s'aperçoit que 3% des patients qui ont reçu généralement une première dose, pas encore la deuxième dose, 3% sont dans un état de détresse tel qu'ils ne sont plus capables de travailler. Certains sont hospitalisés, certains sont couchés, certains ne peuvent plus s'alimenter seuls. C'est quasiment du 3%, c'est quand même absolument énorme. Nous voulons signaler notre inquiétude concernant 3 pays et 3 pratiques vaccinales. Il n'est pas question d'y attacher une corrélation. Nous avons remarqué que Brésil, Angleterre et USA ont tous les 3 utilisé le vaccin AstraZeneca de manière récente, et que ces 3 pays ont vu apparaître très rapidement après l'instauration des phases 1, phase 2, phase 3 AstraZeneca, ont vu apparaître des variants, et des variants a priori plus agressifs ou plus contagieux que le SARS-CoV-2 de départ. Avec tout ce que vous avez entendu, vous avez bien compris qu'il y a quand même un problème avec ces vaccins. On nous avait dit que l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, était conditionnelle car il n'y a pas de traitement. Alors pourquoi prendre autant de risques alors que, comme on vous l'a dit il y a quelques minutes, il y aurait des traitements préventifs et curatifs dans le monde entier utilisés, et qui invalideraient l'aventure de certains vaccins pour certaines populations. Il ne faut pas oublier une dernière population qui, hélas, est en danger, c'est la population des femmes enceintes. Je dois rappeler que tous les industriels actuellement dont les produits sont sur le marché, tous ont exclu de manière draconienne les femmes enceintes de leurs essais thérapeutiques. Les contraceptions étaient obligatoires. C'est allé au-delà, puisqu'on a réclamé à ce que les hommes en période d'activité génitale n'aient pas de rapport sexuel pendant les 28 jours qui suivent les injections vaccinales avec des femmes en période d'activité génitale. Donc il nous paraît totalement surréaliste d'inclure des femmes enceintes dans un protocole de vaccin anti-Covid, alors que pas un seul industriel a voulu s'intéresser au problème. Voilà, donc nous resterons extrêmement mobilisés sur ce qui nous reste, c'est-à-dire la surveillance des effets secondaires, la surveillance des mutants variants qui peuvent apparaître encore de manière régulière. Et vous l'avez bien compris, en France, nous n'avons pas commencé la vaccination à la deuxième dose, et nous craignons naturellement une kyrielle d'effets indésirables graves bien supérieure à la première vague de ce qu'on a repéré depuis maintenant 6 semaines. Et bien entendu, nous continuerons à avoir un regard extrêmement vif sur le problème. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sera... vous pouvez retrouver tous ces chiffres dans les parutions que nous allons publier. Je vous remercie. Je passe la parole à Martine Donner. Merci beaucoup pour cette présentation et cette mise au point tout à fait complète.
Peut-être dire au nom de tous, les choses soient très claires, nous ne sommes pas du tout anti-vaccin. Il faut vraiment le redire, le préciser. Je voulais vous informer que cette semaine, au Conseil de l'Europe, le 28 janvier, et je fais partie aussi de l'Assemblée parlementaire française auprès du Conseil de l'Europe, qui statue sur les droits des 880 millions d'Européens. Nous avons voté une résolution qui précise de façon très claire qu'il n'y a aucune obligation vaccinale. C'est un droit fondamental de chaque citoyen vivant en Europe de choisir ou non cette possibilité thérapeutique. Donc le vaccin, aller se faire vacciner ou non. C'est une résolution qui précise cette stratégie sur le plan éthique et qui rappelle aussi qu'aucune discrimination sociale, professionnelle ou autre ne doit être appliquée si jamais un individu refuserait cette solution thérapeutique que je mets bien évidemment en parallèle avec tout ce qui vient de vous être présenté. Et peut-être, donc le traitement précoce. Peut-être aussi rappeler qu'actuellement en France, la stratégie vaccinale a commencé. Elle est confrontée à des problématiques logistiques. Donc on sait très bien que même les personnes âgées, prioritaires, les personnes vulnérables et les professionnels de santé qui sont prévus pour être vaccinés en tout premier, il faudra plusieurs mois pour que cela arrive à réalité. Donc, pendant ce temps-là, nous ne pouvons pas négliger la possibilité d'accompagner les citoyens par une autre stratégie. D'un côté, la stratégie vaccinale, dont acte, c'est le choix aujourd'hui du gouvernement, mais ce qui vous a été présenté, je le reprécise, il y a d'autres possibilités, et quand les personnes sont malades, elles doivent absolument être accompagnées. Nous sommes tous responsables en tant que professionnels de santé. Et je tenais vraiment à le rappeler. Aussi un élément inquiétant qui s'est déroulé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, la suppression de la commission d'information Covid. Vous vous souvenez, cette mise en place d'une mission d'information dès le début de la crise en mars 2020, qui s'était auto-saisie pour devenir commission d'enquête. Cette commission d'enquête a rendu ses conclusions avant Noël, mais il avait été, c'était un engagement fort de la majorité que cette mission d'information continue jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Or, le fait majoritaire a entraîné cette semaine la suppression de cette mission d'enquête. Je tenais à le repréciser et c'est inquiétant. Merci beaucoup. Donc, double appel à nos confrères. Le premier concernant justement la stratégie thérapeutique. Eh bien, nos confrères de terrain, on va vous dire, faites-vous votre propre expérience par rapport à ces tableaux qu'on vous a présentés. On sait que les médecins reçoivent des mails quotidiens de la Direction générale de la santé et de plein d'autres institutions pour dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, etc. Nous allons vous recommander de vous faire votre propre expérience, puisque c'est finalement ce que l'on a fait nous-mêmes qui nous a permis justement de vérifier que ces traitements ambulatoires précoces fonctionnent. En matière de vaccins, par rapport à également nos confrères, nous avons insisté, et c'était donc sur la diapositive avant, on veut donc insister sur le fait qu'il doit y avoir une liberté de prescription pour les médecins des vaccins, premier point. Deuxième point, liberté de choix pour les citoyens, mais des citoyens disposant d'informations suffisantes pour permettre un consentement éclairé. Et donc nous allons vous remettre ce PDF détaillé qui permet aux gens justement de réfléchir et d'avoir ces informations permettant un consentement éclairé en l'état actuel de la connaissance de la science. Et comme le docteur Vonner le rappelait, ce consentement doit être exercé sans extorsion ni menace. Et nous sommes extrêmement inquiets aujourd'hui
création de passeports sanitaires, de licenciements de professionnels, dont dans les EHPAD, nous avons des confrères qui ont été licenciés, ou des infirmiers ou aides-soignants qui sont menacés. Et également, on espère avoir le respect des clauses de conscience donc des uns et des autres. Notre appel, c'est également avoir la réponse à tous nos questionnements, donc entre autres se présenter par le docteur Reliquet sur les dossiers d'enregistrement, sur les événements indésirables, mais également au niveau de l'Europe, je crois qu'il a été discuté les accès aux contrats et aux dossiers de prix obtenus par les États. Et là, on a un manque de transparence totale. Donc, normalement, en tant que contribuable, on doit avoir, y compris au niveau de l'Europe, des réponses sur tous ces sujets. Cellule supplémentaire, groupe de travail, la cellule chiffres. Donc, je vais donner la parole au docteur Gérard Guillaume. Cette cellule a tellement de travail qu'elle n'est pas en synthèse aujourd'hui, mais le docteur Guillaume va nous donner juste quelques petits éléments. Et le travail de la cellule chiffres sera entièrement présenté lors de la prochaine conférence de presse. Bien, bonsoir à tous, donc je suis Gérard Guillaume, je suis rhumatologue à Paris et ici dans ce collectif au titre de Bon Sens. Voilà, donc je vais vous présenter, vous exposer un petit peu là où on en est sur l'interprétation des chiffres parce que il est important de réaliser qu'une partie des propositions pour justifier l'état sanitaire actuel repose en partie sur les données chiffrées. Donc, si on ne comprend pas trop ces données chiffrées, on se laisse manipuler et vous allez voir que ces données chiffrées sont manipulables et sont manipulées. Donc, la première des choses qu'on vous dit, c'est que on fait des tests et plus on teste, alors plus on trouve de positifs. Et déjà, la première des choses, d'être positif, ça ne veut pas dire obligatoirement être malade, et encore moins que l'on va être hospitalisé. Donc, il s'agit, en analysant ces chiffres, ce n'est pas de ne pas minimiser l'ampleur de la crise, ni sa gravité, mais c'est d'essayer de rendre compte le plus objectivement possible des données et d'éclairer aussi sur le nombre d'hospitalisations, sur le nombre de sujets en réanimation, et ce qui permet d'avoir une idée assez précise du taux d'occupation des lits de réanimation. Alors, premièrement, les tests PCR qui sont utilisés, le nombre de tests positifs déclarés est un très mauvais critère de suivi de l'évolution de l'épidémie. Le test PCR, sans entrer dans les détails, ça permet de savoir si une personne est porteuse de matériel génétique SARS-CoV-2 et pour avoir une lecture de ce test, il va falloir amplifier avec des cycles ce génome, enfin c'est partie du génome, et plus il faut de cycles, plus cela veut dire que le virus est absent. Et voilà, donc, et ça c'est un problème important. Et ah oui, il n'y a pas j'ai pas de... Donc on voit d'une façon sur une diapo, vous aurez, je suppose, vous avez accès à ces diapos, qu'on voit qu'en fonction du nombre de cycles qui est utilisé, le taux de positif est extrêmement différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en normalement, ce nombre de cycles doit être inférieur à 25, et en France, il est supérieur à 33, voire il dépasse 40, et c'est vrai que ça donne un taux de positivité qui est absolument gigantesque, et malheureusement, ce sont sur ces chiffres que le gouvernement va prendre ses dispositions pour organiser son état d'urgence sanitaire. Je les teste. Alors voilà, en gros, si vous voulez, sur le nombre de tests réalisés, le nombre de positifs varie entre 6,5 et
7,5 de positif. Je vais assez vite parce que... Parce que ça fera l'objet d'une présentation. Oui, ça va être une... Je vais assez vite sur les données les plus essentielles. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça j'ai appris en faisant ce travail, parce que je tiens à préciser que, tout en n'ayant pas de conflit d'intérêt non plus, je ne suis pas ni épidémiologiste, ni statisticien, et que j'ai découvert un petit peu, en me plongeant là-dedans, comment fonctionnait Santé publique France, entre autres. Donc, avec un décompte quotidien des décès à l'hôpital, et avec un système de statistique qui s'appelle CIVIC, Système d'information pour le suivi des victimes, et qui prend comme diagnostic de Covid, non pas la clinique, mais éventuellement ces tests PCR et éventuellement des scanners du thorax. Alors, ça c'est à l'hôpital. Le suivi en EHPAD, eh bien, ce sont les structures de l'EHPAD qui font remonter les informations. Et à domicile, pour le domicile, ce sont les études des certificats de décès. Donc par le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès qui s'appelle CEPIDIC, qui est lié à l'INSERM, et souvent sous forme de papier, donc ça met énormément de temps à être analysé. Et pour chaque patient, chaque maladie, on attribue un code, soit pour la maladie, soit pour un traumatisme, soit pour une cause externe. Et ça aboutit à un système de codage qui permet donc de comparer les données internationales, qui montre qu'il existe de très très grandes différences dans les systèmes de codage, ce qui fait qu'on conseille d'adopter un système de codage qui s'appelle le système IRIS, et qui va justement faciliter la classification internale des maladies qu'on appelle SIM. Donc ce système de codage ne va pas pour autant supprimer le travail des codeurs experts, et avec ce système de codage se base sur des règles de sélection, c'est-à-dire qui oblige à respecter les informations rapportées par le médecin certificateur, sauf que quand on se penche sur ces notions, on s'aperçoit que la cause initiale mentionnée elle peut être ambiguë, elle peut être erronée et ne pas répondre aux besoins statistiques classiques. Donc, il y a souvent, quand il y a par exemple plusieurs causes mentionnées, il y a une ambiguïté, il y a des enchaînements qui sont totalement improbables. Par exemple, la notion d'infarctus qui est à l'origine d'une grippe, tout ça, ça se voit, hein, il faut décoder tout ça, et puis il y a des causes initiales qui sont acceptables. Alors, mais quand il y a une cause initiale qui est acceptable, c'est pas pour autant simple d'analyser tout ça. Par exemple, on peut avoir un patient qui a eu une dépression grave et qui va se suicider. Or, bien entendu, alors c'est quoi la cause? C'est la dépression ou c'est le suicide du décès? Eh bien, là, inévitablement, c'est le suicide qui est rapporté comme cause initiale. Hein? On va s'arrêter là. Oui, mais je voulais donner des chiffres quand même. Ouais, alors, donc, je vais être très vite. Je vais être très vite. Donc, alors, si, parmi les causes de décès, il y a des choses importantes à dire. Bien entendu, il y a les décès dus au Covid. Il y a les décès avec comorbidité, et puis il y a les décès sans Covid. C'est extrêmement difficile de faire le lien entre tout ça, et le CEPIDIC, là, le centre d'épidémiologie, fait la distinction entre les décès qui ont un lien confirmé avec le Covid, quand il y a des mentions qui sont précisées du type avéré, certain, positif, prouvé, et puis ceux pour lesquels il y a une simple suspicion, où on parle de plausible, de possible et de potentiel. Ce qui fait que, alors, en sachant qu'on admet jusqu'à 4 causes possibles de décès dans la description des certificats. Donc vous imaginez un petit peu la complexité, et là je vais juste vous donner au 12 janvier des données telles qu'on les a, parce que ça c'est important. C'est au 12 janvier, on avait 28 297 décès. L'âge médian des décès est de 85 ans, 92% ont plus de 85 ans, 54% sont des hommes. Et quand on analyse tout ça, on s'aperçoit que seulement 54%
des certificats sont des décès avec infection SARS-CoV confirmée. Soit on n'a pas donc 28 000 décès, comme on nous fait dire, dus au SARS-CoV, mais seulement 15 280, ce qui est quand même tout à fait différent. Merci. Alors vous avez vu que Gérard est passionné du sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais ça va faire l'objet de la prochaine conférence de presse parce que Gérard ne travaille pas tout seul, il y a également des mathématiciens donc dans ce groupe, il y a d'autres personnes et d'autres chiffres qu'il faut que l'on vous donne et on voudrait faire ça au calme, donc vous donner les bons chiffres, mais finalement on va retenir ça. Hein. Au 12 janvier, la réalité de l'état de patients décédés de SARS-CoV-2, c'est en gros la moitié de ce qui est annoncé officiellement. Hein. En gros, ça correspond à la moitié de ce qui est annoncé. Et quand on compare, c'est souvent difficile. J'ai plus de micro, mais c'est pas grave. En gros, à partir de là, ce qu'il faut, c'est se référer aux années précédentes. Et quand on se réfère aux années précédentes, on trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. En particulier avec l'année 2015. 2015 a été l'année de mortalité la plus élevée depuis 1946. Il faut savoir que c'est l'époque maintenant des baby-boomers, dont on fait presque tous partie, voilà, et que ça crée une augmentation de la mortalité entre 2004 et 2005. Entre 2004 et 2014, elle était de... Attendez, je vais vous dire, c'est important. Ah si, je voulais quand même... Non, mais il y a du teasing pour la prochaine conférence de presse. Voilà, en fait, vous aurez des schémas, il y a beaucoup de choses pour la prochaine conférence de presse. Et effectivement, ce qui est très perturbant, ce sont les méthodes d'analyse, les chiffres qui sont différents selon les sources, y compris les sources de l'État. Et point très important aussi, c'est l'omerta qu'il y a manifestement sur la publication d'un certain nombre de chiffres, puisqu'on a du mal à avoir accès, par exemple, aux PMSI, qui sont donc des fiches que les médecins remplissent au niveau hospitalier avec les causes de décès, les comorbidités, etc. Et ces fiches-là, par transparence, devraient nous être fournies et on n'a pas accès à tout cela. Donc votre cellule creuse tous ces sujets et voilà, elle fera l'objet d'une grande communication avec beaucoup de diapositives et de schémas sur la prochaine conférence. Nous avions donc Louis Fouché qui était avec nous, qui devait mais malheureusement qui a dû prendre son train et donc je vais communiquer à sa place le sujet qui était le sujet suivant, c'est l'importance de l'information des populations. Alors d'abord il y a une population, c'est la population médicale, parce que depuis l'appel qu'on a lancé du 9 janvier, il faut que vous sachiez que nous sommes inondés de messages de confrères et consoeurs, même si déjà nous sommes, nous, très nombreux, mais nous sommes inondés de messages où les gens témoignent de leur solitude, de leur incompréhension justement de cette situation, et beaucoup de médecins sont heureux de pouvoir finalement échanger avec nous, et échanger grâce au maillage territorial qui a été mis en place par Réinfo Covid. Donc nous avons une cellule, les médecins parlent aux médecins, avec des groupes de travail au niveau départemental qui sont en train de se constituer de façon extrêmement active. Donc ça c'est un premier point, donc appel éventuellement à nos confrères qui nous entendent, si vous vous sentez seul, et justement, ou si vous voulez partager vos expériences, ou si vous êtes même menacé par les conseils de l'ordre, parce qu'en ce moment c'est ce qui arrive beaucoup, il y a beaucoup de convocations et beaucoup de menaces, eh bien rejoignez ces groupes entre pairs, c'est extrêmement important. Et autre maillage important mis en place par Réinfo Covid, également un maillage soignant, entre soignants, puisqu'on a, nous, ce qu'on peut témoigner au niveau du collectif, laissons les médecins prescrire, énormément d'infirmiers, d'aides-soignantes, qui, là aussi, ont signé le manifeste La 4e Voie, sont interpellés de ce qui se passe en milieu hospitalier, etc. Donc c'est important que, voilà,
qu'on se parle entre nous et même qu'on assure du soutien parce que beaucoup de confrères, au-delà de la peur, même sont dans des états un peu dépressifs, il faut le dire, ou les gens du milieu hospitalier également, parce qu'il y a eu beaucoup déjà de fatigue, mais aujourd'hui c'est extrêmement complexe la situation à vivre et beaucoup de gens ont besoin de soutien. Donc à la fois groupe de soutien, groupe d'échange d'expérience. Et puis maillage également, les citoyens vers les citoyens, qui est donc mise en place également donc, par l'équipe de Réinfo Covid. Ça, c'est l'étape numéro 6 pour nous. L'étape numéro 7, c'est la cellule qui travaille sur ce qui se passe dans les EHPAD. Donc c'est une cellule aujourd'hui qui ne va pas spécialement prendre la parole parce que pareil, c'est comme la cellule chiffre, elle est en plein travail. Et nous avons des témoignages de médecins d'EHPAD qui sont assez affolants. On a même des médecins d'EHPAD qui ont été licenciés pour avoir pris la parole ou avoir exigé la publication des chiffres des décès en EHPAD. Donc nous sommes pour le moment en train de creuser tous ces sujets et la cellule en EHPAD présentera lors de la prochaine conférence de presse à la fois un aspect historique avec un maximum de chiffres sur ce qui s'est passé depuis 11 mois dans les EHPAD et également des témoignages par rapport à ce qui se passe avec la campagne de vaccination, les injonctions, à la fois le manque de choix, le non-respect de choix des médecins dans les EHPAD, mais également des témoignages de familles de patients qui, pour certains, beaucoup de patients dans les EHPAD sont sous tutelle. Les familles doivent prendre des décisions et elles ne sont pas libres de prendre des décisions sereinement. Et c'est une réalité que dans certains EHPAD, on menace ces familles de maintenir leurs proches dans les chambres, de ne pas avoir accès au réfectoire, etc. Donc ce n'est pas un mythe, ce ne sont pas tous les EHPAD, mais voilà, il y a de gros problèmes de terrain. Et en tant que médecin, nous sommes interpellés parce qu'une personne âgée qui ne peut plus être socialisée va être dans des glissements et des aggravations des pathologies extrêmement importantes. Donc, à ce stade, et à ce stade aussi de compilation de nos résultats, de nos travaux, de nos réflexions, nous sommes globalement quand même très inquiets de ce qui se passe. Et nous allons passer la parole de nouveau au Dr Bonner, qui va nous faire un petit peu la synthèse et les conséquences, les conclusions qu'on tire de toutes ces évaluations. Merci Violaine. Alors en effet, dans ce moment qui va être un peu solennel, je vais reprendre essentiellement ma casquette de parlementaire pour vous redire à quel point le contexte que vivent et que vous vivez tous, contexte surréaliste depuis le début de cette crise, depuis février-mars 2020, avec Violaine Guérin parlait de la souffrance psychique de nos confrères, mais les citoyens aujourd'hui vont mal, quel que soit l'âge, quelles que soient les filières professionnelles, les restaurateurs, les barman, les gens, les artistes, les filières du vivant, les étudiants, toute cette jeunesse aujourd'hui qui n'a pas accès aux universités, et on a appris récemment que les universités resteraient fermées en présentiel jusqu'en juin. Donc cette situation qu'on connaît tous, qui est très déstabilisante, doit devoir s'arrêter. Nous sommes sur le plan légal et nous sommes ici toujours extrêmement attentifs à faire vivre le droit et ce cadre légal. Sur le plan de la législation, je vous le rappelle, depuis le 23 mars 2020, nous fonctionnons en France sous un régime d'exception, le régime de l'état d'urgence sanitaire, qui a glissé tout doucement avec tous ces épisodes itératifs
de confinement, de déconfinement, de couvre-feu à horaires variables, d'autorisation de déplacement et j'en passe, véritablement vers un état d'urgence sécuritaire. L'Assemblée parlementaire, aujourd'hui, dysfonctionne totalement sous ce régime d'état d'urgence et la démocratie, je pèse mes mots, est véritablement bafouée depuis 11 mois en France. En tant que parlementaires, nous ne pouvons pas, dans notre travail quotidien, qui est celui de l'évaluation et du contrôle de l'action du gouvernement, agir comme on devrait le faire, puisqu'il y a, pour des mesures sanitaires, un fonctionnement à 50% de présence des parlementaires. Ce que nous avons l'habitude de faire aussi, c'est d'aller défendre nos amendements. Et là, vous avez bien compris que l'état d'urgence sanitaire qui est en train d'être prolongé jusqu'au 1er juin, tout se passe en commission des lois. Et dès que vous n'êtes pas commissaire aux lois, comme moi qui suis commissaire aux affaires sociales, nous ne pouvons pas aller défendre les amendements. Et au fond, nous sommes élus et nous sommes la représentation des citoyens sur les territoires. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire un appel véritablement très solennel vis-à-vis de mes collègues parlementaires, de tous mes collègues parlementaires, de façon transpartisane, quelle que soit la couleur, quel que soit le groupe politique, pour une motion de censure, article 49.2 du gouvernement. Nous sommes face aujourd'hui à un président qui a été élu, qui a mis en place un gouvernement en qui, nous les parlementaires, nous ne pouvons plus avoir confiance. Depuis 1 an environ maintenant, nous avons le même ministre de la Santé qui délègue très largement, trop largement, à la haute administration qui l'accompagne dans des prises de décision pour éclairer le Premier ministre et le gouvernement, tout cela se passant dans un conseil de défense particulièrement, en tout cas secret, rien ne transparaît. Là aussi, est-ce que dans une démocratie, on doit diriger un pays par le biais d'un conseil de défense? Nous avons aussi, vous le savez, un conseil scientifique qui, contrairement à celui que nous sommes en train de mettre en place, n'est pas du tout indépendant. Et c'est cela, véritablement, qu'il y a urgence à remettre complètement sur la table. Donc cet appel très solennel permettrait enfin de retrouver un fonctionnement parlementaire digne, décent de notre démocratie. Nous en appelons, en effet, j'en appelle à tous mes collègues parlementaires, pour que cette motion de censure soit votée. Nous devons être 58 parlementaires pour demander cette motion de censure et qu'ensuite la majorité le vote. Je crois que les Français, aujourd'hui, attendent réellement d'un gouvernement qu'il prenne des décisions différentes. Tout ce qui a été fait depuis 11 mois, on le voit, arrive, entraîne une catastrophe économique et sociale de notre pays. Il est plus qu'urgent que cela cesse, il est plus qu'urgent que les parlementaires puissent à nouveau faire confiance dans ce gouvernement qui doit, lui, être responsable devant le Parlement. On nous fait croire qu'il y a des débats. Monsieur le Premier ministre Jean Castex est revenu préciser avant-hier qu'il y aurait des débats. Non, les quelques débats qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est un monologue du Premier ministre. Selon l'article 50-1, nous sommes invités à voter après, nous parlementaires, mais ce vote ne s'impose pas au gouvernement. Donc redonnons, nous parlementaires, la confiance à un gouvernement nouveau, redonnons, permettons de nouveau aux Français, à tous les Français, d'avoir confiance dans ce gouvernement pour aller vers un avenir beaucoup plus serein. Donc un appel pour une motion de censure 49.2. Merci, Dr Bonner. Alors, je précise, et puis Claude Escarguel me rappelle de bien le préciser, mais c'était bien notre intention, de dire que tous les collectifs de cette coordination Santé Libre sont solidaires de cette proposition du docteur Bonner, et elle nous paraît extrêmement importante, puisque comme vous l'avez compris,
tout ce qui est présenté de façon assez brève, mais que vous pourrez revoir dans toutes ces présentations qu'on mettra en ligne, nous sommes très surpris et même pire, de ce que l'on peut nommer quand même une incompétence dans la gestion de cette crise, et en particulier des recommandations faites aux médecins. Dernier point, avant ensuite de vous donner la parole pour des questions, eh bien, on ne change pas les médecins, et en tout cas de terrain, et sans conflit d'intérêt. Notre préoccupation actuelle, c'est effectivement la santé des gens, à la fois la santé des citoyens qui ont retardé leur diagnostic, les gens qui sont toujours maintenus dans la peur. Il y a des citoyens qui ne sortent pas aujourd'hui et on fait extrêmement peur avec les variants, etc. Au passage, je vous rappelle que les variants, ce sont des mutations qui sont tout à fait classiques en matière d'infection virale. On connaît ce genre de mutations, et c'est même pourquoi les virus mutent. Souvent, c'est parce que justement, on s'immunise contre une forme classique et qu'eux, il faut qu'ils se mettent en survie quelque part. Les variants répondent parfaitement bien, pour tous ceux qu'on connaît, en tout cas pour le moment, au traitement ambulatoire précoce que l'on vous a présenté. Donc ça, c'est important. Et en dehors de ces aspects de souffrance médicale et psychique, on a besoin de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et nous avons donc une dernière action qui est une prescription de sport sur ordonnance. L'objectif, c'est justement de prendre soin de la population, et nous allons communiquer dans la semaine qui arrive beaucoup plus de détails sur cette action qui va débuter dimanche prochain. Et nous invitons la population tous les dimanches de 11h à 11h45 sur tous les territoires, y compris, nous étions ce matin également en travail en visioconférence avec nos collègues des territoires d'outre-mer, de réaliser donc une séance sportive sur tous ces territoires. Nous allons donc lancer l'opération dimanche 7 février, et vous aurez plus d'informations dans la semaine. Elle rentre pour nous dans le cadre du sport sur ordonnance, et on va mettre en ligne cette ordonnance justement qui va symboliser cette action. Et nous allons donc appeler la population à prendre soin d'elle tous les dimanches de 11h à 11h45. On ne vous en dit pas plus pour le moment, la suite dans des informations dans la semaine, avec l'endroit, les villes dans lesquelles cette opération va être lancée pour commencer, et après on espère que dans toutes les villes de France, cela se passera. On va s'appuyer à la fois sur tout le maillage de nos différents collectifs, avec donc des médecins bien sûr, des professionnels du sport et de la culture, puisque ce sport se pratiquera en musique. Et nous allons inviter également les étudiants, et vous verrez par quel biais on va les inviter à rejoindre ce projet, et également les restaurateurs, parce que vous savez qu'après une bonne séance de sport, eh bien, il faut avoir une petite collation, et l'objectif c'est de justement remettre du lien dans la population, et en particulier dans toutes ces groupes professionnels qui sont à l'heure actuelle extrêmement maltraités par toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place. Voilà ce que nous voulions vous dire de première intention, et finir sur cette note positive qui est essayons aussi de tous nous retrouver et de remettre du lien, puisque toutes ces mesures qui sont mises en place, distanciation, etc., nous éloignent les uns des autres, et ce n'est pas ça l'humanité. Merci beaucoup de votre attention, et on vous laisse poser les questions que vous souhaitez. Alors j'en ai une. Yvan Villefol, du Figaro. Je ne représente pas mon journal, je viens à titre personnel, par
curiosité, et je voudrais savoir quelle explication politique, idéologique vous donnez à votre marginalisation. Et est-ce que d'ailleurs vous ne l'instrumentalisez pas un peu avec ces petits comités que vous organisez? Et ma question plus généralement est de savoir si vous aviez invité la presse généraliste, toute la presse, et sinon, pourquoi n'avez-vous pas fait? Et une autre question également, pour être plus rien à voir, est-ce que sur le confinement lui-même, est-ce que vous êtes diamétralement opposé au confinement? Est-ce que vous avez, parce que je ne vous ai pas bien clairement entendu vous prononcer sur le confinement lui-même? Je vais répondre sur déjà les invitations. Ça fait 11 mois qu'on travaille et qu'on essaye de travailler avec la presse. On a, en tout cas, en ce qui concerne, je parle pour le collectif Laissons les médecins prescrire que je représente. Nous avons énormément édicté de communiqués de presse, d'invitations, et on va dire qu'on a été invité assez souvent en début de crise pour représenter une parole différente, et que, en tout cas, certains journalistes par la suite ont voulu nous inviter, que beaucoup de rédacteurs en chef ont annulé des rendez-vous. Et on salue, en tout cas ici aussi, les responsables d'une autre presse, hors média mainstream, on va dire, qui, en revanche, est à l'écoute et relaye nos informations ou pratique des interviews tout à fait positives et intéressantes. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, nous avons invité physiquement un certain nombre on va dire, de journalistes ou de presse qui nous font confiance. Quand on dit confiance, ça veut dire qu'ils donnent la parole et font leur travail de journaliste. L'idée, c'est d'avoir du débat. De façon générale, dans cette crise aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de débats par rapport à tout ce que l'on peut dire, en tout cas. C'est extrêmement verrouillé et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on aimerait aller sur les plateaux aussi et pouvoir être dans du débat. Mais la manière dont les journalistes travaillent aujourd'hui, même si on a l'illusion sur les plateaux d'avoir peut-être différentes parties, on n'est pas dans du débat, dans la façon dont la parole est distribuée, et c'est extrêmement dommage. Si vous me permettez, je pense que vous avez tort de ne pas avoir invité plus de journalistes. Alors, attendez. Oui, nous avons invité beaucoup de généralistes, et moi je vous donne mon expérience personnelle concernant les alternatives à l'absence de traitement actuel. Nous ne sommes pas reçus. Je peux vous dire que les informations circulent, on leur envoie, que ce soit Le Monde, que ce soit Libération, que ce soit Le Figaro, que ce soit ou les plateaux télé. On souhaiterait qu'une chose, c'est qu'il y ait un débat, mais un débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Je vous garantis que là, on aurait des arguments. Mais je pense que des gens ont peur de ce débat. Ont peur de ce débat parce que depuis le début, ils ont dit qu'il ne faut pas traiter. Imaginez 2 secondes que notre position soit reconnue comme efficace. La position des médecins généralistes qui traitent dès les premiers symptômes. Mais ils n'invitent sur les plateaux que les professeurs de médecine hospitaliers qui, eux, ne voient les malades que trop tard dans la phase inflammatoire. Et ils disent tous, puisque j'en ai entendu parler, il y a les sacro-saints, disons, théorème classique, c'est viral, pas d'antibiotiques. Or, aujourd'hui, on a affaire à quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez original, où justement les antibiotiques ont leur efficacité. Et quant au problème de groupe, je peux vous garantir, comme on en a parlé tout à l'heure, que dans ce collectif, il y a déjà 2 centres de gauche et de droite, et si vous voulez, c'est un peu comme le Conseil national de la résistance. Voilà. D'où l'appel de la chanson qui était, rappelez-moi la chanson. Dansez encore? Non. Ami entendu, voilà. Ami entendu. Oui, avant de donner la parole au docteur Bonner, donc, nous avons invité en présentiel un certain nombre de personnes, aussi pour des raisons logistiques, et en visioconférence, plus de 320 journalistes, je crois, et je pense qu'il doit y avoir une personne en ligne qui est une journaliste néerlandaise. Alors en effet, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Peut-être une précision, puisque nous avons, quelques-uns d'entre nous, fait au départ différents plateaux, médias, etc. Des journalistes de médias mainstream
ont été très clairement menacés de licenciement s'ils continuaient à nous inviter. C'est absolument dramatique, ce qui veut bien dire, et je pointe le doigt sur ce danger d'une forme de dictature de la pensée, mais quand dans un pays on ne peut pas encourager les débats, ça devient très inquiétant. Et j'ai particulièrement apprécié la posture récente dans un média audio du professeur Emmanuel Hirsch, qui appelle à une forme d'états généraux, un peu comme il y a eu pour la bioéthique, mais les états généraux de la Covid, qui permettraient aussi sur tous les territoires qu'il y ait de véritables débats avec les citoyens, parce que les citoyens sont demandeurs. Ils ne comprennent pas. Ils voient très bien qu'il y a cette fuite en avant aujourd'hui de cette stratégie, et encore plus, donc le seul Graal serait le vaccin. Or, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à proposer et que le vaccin n'est pas prêt d'arriver, puisque les rendez-vous pour la première vaccination, je vais parler du territoire Grand Est, les quelques personnes qui avaient pris rendez-vous, notamment pour début février, on les rappelle, tout cela est annulé et les rendez-vous sont reportés à fin avril. Donc pendant ce temps-là, les patients qui seraient malades, on n'aurait rien à leur proposer. C'est dramatique. Donc il faut que les personnes qui vont pouvoir regarder cette conférence de presse, que les personnes soient patients ou nos confrères professionnels de santé, puissent entendre qu'il y a d'autres solutions qui ont été éprouvées, dont il y a toute la revue scientifique qui est fournie et qu'on peut faire autrement. Il y a une voie différente, la quatrième voie qui est celle de la thérapeutique précoce, ambulatoire. Oui, monsieur Ruffol, votre question sur le confinement, elle m'intéresse beaucoup. Ça prouve que dans votre esprit et dans l'esprit de nos dirigeants, dans la mesure où il n'y a rien à faire sur le plan de la santé publique avant que les gens soient malades. Il n'y a rien à faire au moment où les gens seront malades et on jettera la pièce en l'air pour savoir qui fera un Covid sévère et qui fera un Covid non sévère. Je pense que dans une optique de réflexion comme celle-là, évidemment, le confinement, il vient tout seul. Ce que l'on s'évertue à vous expliquer avec tous nos traitements pré-maladie, c'est que précisément, si on arrive à obtenir un état immunitaire très supérieur des populations à ce qu'on a aujourd'hui, on pourrait espérer, encore une fois soyons prudents, on pourrait espérer que les Covid soient moins sévères. Si on traitait de manière extrêmement rapide avec des protocoles qui vont maintenant faire le tour du monde, qui font consensus partout, sauf évidemment sur les plateaux de télévision, eh bien on pourrait espérer que les Covid seraient bien moins sévères et il y aurait bien moins de rires. Aujourd'hui, comme la dernière fois, on s'était dit, la Covid, c'est une maladie de ville. Si on la traite en ville, elle ne va pas à l'hôpital. Et si elle ne va pas à l'hôpital, elle ne franchira jamais la porte de la réa. Pourquoi attendons-nous toujours que des patients soient malades, puis ensuite qu'ils soient graves, puis ensuite qu'ils soient en réa, pour dire « ah, la Covid est grave ». Si on traite en ville, c'est un travail de généraliste, c'est un travail de base, c'est un travail de canton ou de ruralité ou d'arrondissement. C'est cette optique-là qu'on doit avoir en tête, et il n'y a plus de confinement si on a moins peur et si on traite immédiatement. Voilà. On en revient à une grippe. Dans les statistiques de létalité, on retombe avec un traitement ambulatoire au niveau de la létalité de la grippe. Il faut savoir que le seul hôpital qui a fait un traitement ambulatoire précoce, c'est l'IHU de Marseille. Et donc l'IHU de Marseille a eu 0,5% de létalité, comme les médecins de ville ont à peu près entre 0,2 et 0,5, et alors que la létalité nationale est à 2,4. Et encore, la létalité nationale explore des patients qui sont asymptomatiques, alors que les médecins de ville ne voient que des malades symptomatiques. Donc le rapport de létalité devrait être encore beaucoup plus grand si eux exploraient dans la santé nationale que des malades qui ont des signes cliniques. Je passe la parole à Claire. Non, ouais, au niveau des hôpitaux, il n'y a pas eu que l'IHU qui a fait ce type d'approche. Un précoce. C'est parce que tu es du Sud. Voilà, c'est marseillais quand même. Voilà.
Mais il faut savoir que donc, le professeur Perron à Garches avait également traité rapidement. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'on ne parle pas de l'hospitalisation privée. Hein. Or, l'hospitalisation privée, c'est quand même, ce sont beaucoup de structures qui ont soigné. Je peux donner l'exemple, par exemple, de l'Institut Montsouris à Paris. Et renseignez-vous justement sur ces structures qui ont pris en charge les gens et qui continuent de prendre en charge les patients si besoin. C'est important parce qu'on nous dit l'hôpital public est en tension. Oui, forcément, plus on diminue les lits tous les ans, bah forcément on crée la tension. Mais pour rassurer aussi les populations, c'est important de leur dire vous pouvez vous diriger dans l'hospitalisation privée si besoin. Voilà. Et les prix sont même d'hospitalisation privée coûtent moins cher à la sécurité sociale souvent. Et peu de gens le savent. Je voulais juste donner une précision. Le professeur Johan Medinis de l'université de Stanford en Californie a fait un papier récemment. C'est une des sommités mondiales dans le domaine de l'épidémiologie qui a démontré, je dis bien démontré, que le confinement en tant que tel n'a aucun effet positif sur le ralentissement de l'épidémie. Au contraire, d'ailleurs, c'est quand on se confine, quand on s'enferme dans sa maison, on se contamine. On ne se contamine pas dans la rue, on se contamine chez soi et dans des espaces clos. Comme ici. Question suivante. Alors parlez bien fort parce qu'on a des retours comme quoi les retransmissions, le son n'est pas toujours bon. Alors on ne sait pas quelle retransmission ça concerne, mais voilà, parlez bien fort. Oui, d'accord. En gros, c'est pour savoir, parce qu'on a entendu dire qu'il y a beaucoup de grandes entreprises internationales, mondiales, qui prévoient donc, de faire un registre de vaccins pour faciliter le contrôle, enfin pour les voyageurs. Je ne sais pas si vous avez entendu dire ça, donc un registre mondial. Et donc, je ne sais pas quel est votre point de vue sur, y compris par exemple. Nous, on parle surtout déjà de ce qu'on connaît. Après, c'est vrai qu'on suit beaucoup les informations et ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que IATA, qui est l'organisme international de l'aviation, met en place ces systèmes de contrôle de vaccination, veut mettre en place avec les compagnies aériennes. Certaines compagnies ont déjà mis en place. Et certaines compagnies ont déjà mis en place. Nous, à titre médical, parce que c'est ça nos paroles, on est extrêmement choqués parce qu'on est dans le non-respect du secret médical et on sait à quel point déjà il y a eu beaucoup d'effets pervers de tout ce qui est lâché sur le secret médical. Ça a commencé par exemple il y a quelques années avec les assurances. Et vous savez que certaines personnes qui ont eu des cancers, tout ça, ont dû, parfois dans certains pays, ça a un petit peu changé en France, mais ne pouvaient même plus être rassurées. Et donc, notre préoccupation, c'est le respect du secret médical. Voilà. Et avec plein de mesures qui sont prises actuellement, on est dans le non-respect du secret médical. Donc ça nous dérange en tant que médecin. Peut-être juste rajouter aussi, ce qui peut être extrêmement choquant, pour des personnes pour lesquelles il y aurait une contre-indication à la vaccination. Et ça existe. Donc ces personnes seraient des personnes de seconde zone qui n'auraient plus le droit d'accéder à certains lieux publics, qui n'auraient plus le droit de voyager. Je suis extrêmement choquée. Je rappelle qu'en France, quand même, nos valeurs sont liberté, égalité, fraternité. Et si les hommes et les femmes ne sont plus égaux en droit, c'est vraiment catastrophique. Question suivante. Il y a eu un projet de loi de décret pour, on va dire, museler les médecins le 16 décembre. Dans les différentes cellules, je n'ai pas entendu une cellule qui traiterait de cet élément d'expression. Vous avez entendu parler, Dr Guérin, sur la liberté de prescrire. C'est peut-être la suite de la liberté de non prescrire, mais est-ce que vous avez prévu? Alors, vous avez raison, en ce sens qu'on ne vous a pas parlé de 2 groupes de travail aujourd'hui, et on en parlera sur la prochaine conférence de presse, qui sont le groupe de travail justement qui concerne des mesures vis-à-vis du Conseil de l'Ordre, et également, les conseils de l'Ordre de façon générale, et les syndicats médicaux, parce qu'effectivement, on n'a pas
été du tout défendue sur ces sujets qui nous inquiètent là également beaucoup. On a l'assurance maladie qui peut brutalement déconventionner l'un de nous, par exemple. Ça, c'est nouveau. Et quant au bridage de la liberté de la parole des médecins, c'est extrêmement choquant également, bien entendu. En fait, comme vous voyez, il y a beaucoup de chantiers en travail. Oui. Une dernière question, éventuellement? Moi, j'en ai une autre. Oui. En fait, il y a une étude qui est parue par l'INSERM le 28 janvier. Est-ce que vous êtes au courant où ils ont reconnu l'action de l'hydroxychloroquine sur, elle est faite, il y a dedans le docteur Jean-Michel Molina, entre autres, qui est un violent opposant à cela, et ils ont travaillé sur les cellules prédendritiques, et ils ont reconnu l'action dans cette étude de l'hydroxychloroquine. Et est-ce qu'il y a une cellule qui discute avec eux ou pas pour en tirer la leçon? Ça, c'est pas une étude in vivo, c'est une étude in vitro. Hein, c'est une étude in vitro, mais c'est déjà, beaucoup, puisque cette étude a été prépubliée le 1er juillet l'année dernière et qu'elle vient d'être publiée maintenant en publication finale. En fait, il y a beaucoup d'études sur le SARS-CoV-2 et l'efficacité de l'hydroxychloroquine in vitro. On a tout un historique et également sur le SARS-CoV-1. Voilà, donc nous, on ne travaille pas là-dessus aujourd'hui, on n'est pas à ce stade, on travaille chez l'homme avec un grand H. Comme vous avez pu le constater, on l'a conservé dans les phases, disons, ou des débuts de phase inflammatoire des malades, puisque par son rôle d'immunomodulateur. Donc, si vous voulez, l'hydroxychloroquine a un rôle à jouer à un certain stade. Ce qu'ils ont tout mélangé, c'est de le tester souvent à un autre stade, et surtout sans l'utilisation de l'azithromycine. Souvent, ça a été dissocié. Tout à l'heure, vous parliez en communication qu'il y avait, on va dire, certains médecins qui allaient sur les plateaux de télévision qui disaient qu'il n'y avait pas de traitement précoce. Donc ça veut dire que quelque part, la science et la médecine pourraient éventuellement se rejoindre pour une fois. Et est-ce que c'est pas un moment justement de tendre le bras et de parler avec eux, peut-être? Écoutez, nous, ce qu'on va dire, c'est que, en tout cas, pour les médecins du collectif, laissons les médecins prescrire. Nous avons publié une étude à l'international et que l'INSERM n'a pas été très agréable avec notre publication. Donc, c'est pourtant dénier la réalité de notre expérience terrain. Donc, pour le moment, on va en rester là, parce que ce n'est pas encore très convivial, les échanges. Nous, nos travaux sur justement l'efficacité des macrolides et d'autres molécules ont été publiés à l'Académie de médecine, où elle a reçu un accueil qui n'est pas totalement défavorable de la part du président, et a reçu un accueil plus mitigé au niveau de l'Académie des sciences, sous prétexte qu'on citait justement l'IHU de Marseille et l'hydroxychloroquine. Je crois que ce débat sur l'hydroxychloroquine a complètement stérilisé le débat sur les traitements. Voilà, il y a eu des réactions tout à fait épidermiques, tout à fait irrationnelles, tout à fait tant sur la toxicité, alors que tous les malades qui ont des maladies auto-immunes sont traités sous plaquenil. Il y a une publication des rhumatologues italiens, 87 000 patients traités sous plaquenil, 20 personnes infectées à titre prophylactique, 20 personnes seulement infectées et aucune hospitalisation. Et il n'y a pas de mort, il n'y a pas eu de complications cardiaques telles qu'il est décrit et tout ça. Et on se demande pourquoi Mme Bachelot, à un moment donné, a pété un plomb et a parlé de l'hydroxychloroquine comme si c'était une molécule, alors que tout le monde en prend. En Afrique, s'il y a beaucoup de gens en Afrique aussi qui évitent de faire un prophylaxie du Covid, c'est que c'est un effet prophylactique intéressant. Voilà. On a les mêmes retours des rhumatologues, de certains rhumatologues français, pour que vous le sachiez, et on se demande pourquoi ils ne publient pas ces informations, puisque elles sont les mêmes, les résultats sont les mêmes que ceux des collègues italiens. Donc on aimerait bien que nos universitaires rhumatologues qui ont ces données et dont on a eu connaissance aient le courage de les publier. Je voulais juste rajouter un petit élément, parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure, M. Riofol, que vous
laissiez supposer que nous étions représentants, en fin de compte, de cette autre voie en fait, c'était que la poignée de professionnels qui étaient aujourd'hui devant vous. Je veux dire ô combien nous sommes nombreux en France, 30 000 médecins, professionnels de santé, 100 000 personnes ont signé aujourd'hui, à peu près à 98 000 ou 95 000, le manifeste des libertés. De nouveaux signataires arrivent en permanence. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas une toute petite minorité loufoque, mais nous sommes vraiment des professionnels et surtout mes confrères de terrain qui rapportent leur quotidien de professionnels et tout cet intérêt, j'insiste, de ce traitement ambulatoire précoce. Je ne doute pas du tout ça. J'ai une autre question. Est-ce que vous expliquez votre marginalisation par une spécificité française ou est-ce que vous avez des contacts avec d'autres médecins européens qui connaissent le même sort? Alors nous faisons partie, en tout cas le collectif Laissons les médecins prescrire, parce qu'il y a plusieurs collectifs représentés ici et d'autres par ailleurs, en contact avec des coordinations internationales. Justement, pourquoi on s'est retrouvé en contact avec les coordinations internationales? Parce qu'au mois de mars dernier, nous trouvions tellement bizarre ce qui se passait que nous avons créé ce collectif. Et le collectif a très vite intégré des médecins étrangers, espagnols, belges, suisses, italiens, etc. Et ces médecins nous ont transmis des informations qui étaient interpellantes exactement de la même manière. Donc ça, on est très au fait de ce qui se passe sur la planète entière, maintenant quasiment dans tous les pays du monde, y compris en Afrique noire ou autre. Ça, c'est important donc, de réaliser ça. Et je voulais dire, j'ai perdu le fil par rapport... Je vais donner la... Donc les médecins étrangers ont également cette même réticence face à une sorte de pensée unique. Ce que je voulais... Oui, bien sûr. Et ce que je voulais dire... Alors les médecins de terrain étrangers, parce qu'on est exactement dans les mêmes clivages. En revanche, c'était ça, j'ai retrouvé le fil de votre question, c'était, on a quand même une spécificité française, parce qu'il n'y a pas eu de pays, à part la Chine, où les médecins chinois ont été très proactifs pour proposer différents schémas thérapeutiques, et avaient d'ailleurs commencé à publier et partager leur expérience. Mais la France, c'est un cas particulier, effectivement, parce qu'à partir du moment où l'IHU a fait des premières publications et des propositions, c'est pas ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays. Donc là, on est un pays particulier par rapport à ça. Je donne la parole à Dr Bonner et après nous sommes, je veux insister, nous sommes aussi très particuliers en termes de privation de droits fondamentaux. Parce que peu de pays ont voté un état d'urgence sanitaire. Et là, nous sommes dans un régime d'exception que peu ont copié, en fait. Et c'est pour ça que j'appelle véritablement à cette responsabilité des parlementaires pour que nous puissions en sortir le plus rapidement possible. Est-ce que vous savez le nombre de pays qui ont voté un tel état d'urgence? Quasiment pas. Quasiment pas. Enfin, je pourrais vous donner cette information précise, mais a priori, enfin, chaque pays, bien sûr, d'autres pays ont un fonctionnement qui est moins démocratique au quotidien que le nôtre. Par contre, des pays qui ont véritablement accompagné toutes les mesures par un changement de la loi aussi profondément que la France, je pense qu'on bat tous les records. Pour revenir à d'autres pays, nous avons travaillé en collaboration, puisqu'il y a un professeur américain et un professeur africain qui font partie des présidents d'honneur de notre association Azitro d'hospitalisation. Ils ont le même problème. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les hospitaliers qui sont habitués à leur classique raisonnement, c'est assez viral, pas d'antibiotiques, ont été désarçonnés par le fait que des antibiotiques puissent marcher. Et la France se retrouve dans une situation assez exceptionnelle. C'est un concours de circonstances qui a fait que, comme on a interdit l'hydroxychloroquine, un nombre de médecins continuaient qu'avec azithromycine Z et ont eu des résultats surprenants. Et ce sont ces résultats surprenants qui ont engendré toute notre réflexion sur l'éventualité d'autres complices, on appelle ça association de malfaiteurs, dans le traitement de la Covid. Voilà, c'est un concours de circonstances qui en France a fait
que l'azithromycine et les macrolides sont en tête de liste, mais par contre, les médecins de ville des autres pays, vu la consommation d'azithromycine dans le monde entier, est devant l'hydroxychloroquine. Je crois qu'elle est dépassée que par le doliprane, je veux dire, en termes de consommation. Voilà, nous allons vous remercier d'avoir été là et nous mettrons donc à votre disposition les PDF dans leur intégralité parce que là vous avez eu quelques extraits des groupes de travail qui ont finalisé une tranche de leur travail à ce jour. On va vous remercier beaucoup d'avoir été là et de relayer ces informations parce que c'est très important. Et on va finir donc sur cette note plutôt joyeuse, c'est-à-dire qu'il est important tous qu'on se remette en lien. Il est important que les patients retournent vers leur médecin traitant, ne se fassent ausculter s'ils ont des symptômes, parce que quand on reste tout seul sans voir de médecin, c'est là où on peut se dégrader et c'est là où on peut finir en réanimation, effectivement, si on n'est pas ausculté. Et les antibiotiques, c'est vrai qu'on en entend souvent parler comme activité antibactérienne, mais des antibiotiques in vitro très clairement démontrent une activité antivirale également. Donc c'est important de retenir ça parce qu'en France, en tout cas, on stigmatise beaucoup les antibiotiques. Et moi, j'aime à rappeler que plutôt que de stigmatiser les médecins dans leur prescription d'antibiothérapie, attaquons-nous déjà à tous ces antibiotiques qui sont mis dans l'industrie agroalimentaire, dans les élevages d'animaux, etc. Parce que c'est ça qui crée les résistances et je ne pense pas que ce soit les prescriptions des médecins qui soient au cœur du sujet. Voilà. Merci beaucoup.